Salut à toutes et à tous, vous regardez Le Média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez le premier épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter sur Substack. Nous allons évoquer 2 fois par mois l'actualité aux États-Unis, mais également la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Aujourd'hui, au sommaire de sujets, le conflit israélo-palestinien vu du pays de l'oncle Sam, avec la persistance du soutien inconditionnel du gouvernement américain à Tel Aviv, mais aussi la poussée d'un mouvement anti-guerre, voire pro-palestinien, notamment sur les campus. On parlera aussi des grèves puissantes qui secouent la toute-puissante Amérique et créent des rapports de force obligeant le patronat à augmenter de manière significative les salaires. Y a-t-il des leçons à tirer pour le mouvement social français ? Bonjour Chris. Bonjour à tous. Je voudrais qu'on commence par aborder la remontée de Mercure, sinon la plongée dans l'horreur au Proche-Orient, vu des États-Unis, première puissance mondiale, très active sur le terrain diplomatique. À propos de ce dossier, les États-Unis, sous Joe Biden, continuent d'apporter un soutien inconditionnel à Israël. La perte de vies innocentes nous brise le cœur. Comme toute nation de par le monde, Israël a le droit de répondre et de riposter et a le devoir de riposter à ces attaques odieuses. Et j'étais au téléphone avec le Premier ministre Netanyahou et je lui ai dit, les États-Unis donc de s'assurer qu'une riposte soit rapide. En pleine visite de Joe Biden en Israël, les États-Unis ont mis leur veto ce mercredi soir à une résolution du Conseil de sécurité qui appelait une pause humanitaire entre le Hamas et l'État hébreu. La raison, Washington ne veut pas de ce texte car il ne mentionne pas le droit d'Israël à se défendre. The United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Au sein du Parti démocrate, même Bernie Sanders, figure de gauche s'il en est plus ou moins, avec quelques nuances, sur la même ligne que la Maison-Blanche. I want to just clarify one thing, Senator, if I might. You support a humanitarian pause in Gaza. Some of your fellow progressives say that there should be a full-on ceasefire, which would require an agreement on both sides to halt the fighting. Do you support a ceasefire? And if not, why not? Well, I don't know how you can have a ceasefire, permanent ceasefire, with an organization like Hamas, which is dedicated to turmoil and chaos and destroying the state of Israel. And I think what the Arab countries in the region understand, that Hamas has got to go. Toutefois, quelques voix dissonantes se font entendre, comme la parlementaire Rashida Tlaib, représentant du Michigan au Congrès, censurée pour avoir utilisé la fameuse expression "from the river to the sea". And to my president, to our president, yes, he's still on. Well, hold on. I want him to know, as a Palestinian American, as also somebody of Muslim faith, I'm not going to forget this. And I think a lot of people are not going to forget this. Chris, Joe Biden a-t-il quelque chose à perdre électoralement dans son soutien présenté comme inconditionnel à l'État d'Israël? Oui, c'est un risque, effectivement. Donc, il faut d'abord revoir un peu pourquoi il y a ce soutien et quels sont ses buts. Il semblerait que le but principal de son administration, c'est d'éviter un embrasement du conflit avec l'Iran et le Hezbollah et les acteurs régionaux. Donc, c'est surtout sur cette question que son administration s'est mobilisée dans les démarches diplomatiques. Et en parallèle, Biden a donné un soutien fort et inconditionnel à Israël dans sa guerre contre le Hamas. Et il a aussi, par ses interventions, pu donner l'impression parfois d'aller un peu trop loin dans ce soutien. Il y a eu quelques éléments, par exemple, quand après les attaques du Hamas, il a mentionné dans une conférence de presse qu'il avait vu des images horribles de bébés décapités, alors qu'en fait la Maison-Blanche a dû expliquer après qu'ils n'avaient pas vu ces images. Donc ça avait donné du corps à une information qui n'était pas vérifiée et qui faisait polémique à ce moment-là. Donc ça a pu heurter des sensibilités aux États-Unis. Il a eu aussi directement s'est rangé derrière la version d'Israël quand il y avait eu ce bombardement d'un hôpital à Gaza,
alors qu'après, les journaux américains ont un peu nuancé le discours de l'armée israélienne par rapport à ça avec leurs propres enquêtes. Et puis plus récemment, il a remis en cause le chiffre des victimes qui est donné par les autorités de Gaza, alors que ses propres services, quelques jours après, ont indiqué, ça a été publié dans la presse américaine, qu'ils estiment que les morts à Gaza sont plus élevés que ce que rapportent les autorités là-bas, pour la simple raison qu'il y a beaucoup de corps qui seraient encore bloqués sous les décombres et qui n'ont pas été identifiés. Donc tout cette dynamique très pro-israélienne qui se comprend, qui s'inscrit aussi dans l'histoire politique de Biden et puis de manière générale des États-Unis, peut heurter une frange de l'électorat qui n'est pas forcément une frange très importante en termes de nombre, mais qui est importante par à la fois le rôle qu'elle joue. Donc on parle à la fois de la jeunesse américaine, qui est toujours un électorat important pour les démocrates à mobiliser pour les élections, mais qui est aussi un électorat qui peut militer. Et donc, c'est pas ça, quand on perd un jeune activiste, entre guillemets, américain qui décide qu'il ne va pas voter pour Biden, c'est aussi peut-être plusieurs personnes autour de lui qui l'auraient convaincu de voter, qui vont pas voter non plus, ou qui vont pas être convaincus. Et il y a donc la jeunesse, mais il y a aussi toute la diaspora où les Américains d'origine musulmane, de confession musulmane ou d'origine palestinienne ou arabe, qui peuvent être heurtés par le positionnement de l'administration Biden. Et ça, c'est des électeurs qui sont surtout présents dans des États, les États swing states, qu'on appelle swing states, donc les États clés qui déterminent l'issue des présidentielles. On pense en particulier au Michigan, mais également au Wisconsin. Et là, quelques milliers de voix qui manqueraient à Biden pourraient lui faire perdre cet État et l'élection. Donc c'est un risque dont sont conscients les conseillers de Biden, mais ce qui avait été expliqué par le New York Times, qui citait des sources proches de l'administration, c'est que le calcul qui a été fait par la Maison-Blanche, c'est que à court terme, ces électeurs sont en colère, mais que dans un an, quand ça sera face à Trump, ils oublieront en fait ce qui s'est passé et reviendront dans le camp démocrate. Donc ça, c'est un pari qui est un peu risqué. Et il y a des élus locaux démocrates, au Michigan en particulier. Là où Rashida Tlaib a été élue, justement, celle qui est très véhémente contre Joe Biden. Oui, bien sûr. Alors, il y a les élus locaux, donc je pense plus à des maires, des élus, des conseillers municipaux, des choses comme ça, ou du Parlement local, qui, eux, sont plus quotidiennement confrontés aux électeurs et qui, eux, alertent vraiment le Parti démocrate en disant « Attention, on est en train de perdre des électeurs pour longtemps ». Donc, il y a vraiment ce souci. Ce n'est pas simplement les activistes démocrates qui disent un peu sous la forme d'une menace « Vous n'aurez pas notre vote », mais c'est vraiment aussi des remontées de terrain qui arrivent à la Maison-Blanche. Donc, il y a vraiment cette crainte quand même que Biden se coupe d'une partie de son électorat et que la coalition démocrate se fracture. Donc ça, et ça se voit au Congrès. Donc il y a Rashida Tlaib qui est en fait est palestinienne, elle est d'origine de Gaza, donc palestinienne et américaine. Elle a de la famille là-bas. Donc pour elle, c'est vraiment quelque chose forcément qui la touche beaucoup. Mais il y a d'autres élus, y compris au Sénat, qui ont pris position contre Biden, qui demandent un cessez-le-feu, ce qui n'est pas la position de la Maison-Blanche. Donc il y a cette fracturation du camp démocrate sur la question israélienne incontestablement. Est-ce que la diplomatie américaine est alignée, les diplomates professionnels, on va dire, est-ce qu'ils sont alignés sur Joe Biden? Officiellement, oui, mais on voit qu'il y a également des fractures à ce niveau-là. Tu as raison de le rappeler. Récemment, c'est le site Politico qui a publié ou obtenu un mémo, donc signé par un nombre important de diplomates américains qui s'inquiétaient et alertaient et exprimaient leur colère en fait sur la position de Biden, qui est jugée comme étant trop pro-israélienne et pas assez nuancée ou nous donnant trop de champ d'action au gouvernement de Netanyahou dans le conflit. Et dans les médias américains, les choses aussi ne se passent pas facilement. Il y a quelques remontées, quelques critiques qui montent des rédactions. Oui, il faut voir qu'aux États-Unis, les médias ne sont pas aussi monolithiques qu'en France, peut-être. Donc, si on regarde les médias installés, par exemple, côté républicain, Fox News, la ligne est très pro-Israël et il y a même des intervenants qui demandent à ce qu'on attaque l'Iran, que l'Iran devrait être bombardé aussi.
et des appels clairs au génocide des Palestiniens de la part d'élus ou de commentateurs. Donc ça, c'est vraiment la ligne, on va dire, d'extrême droite aux États-Unis. Mais il y a aussi les médias qui sont plutôt proches du Parti démocrate, donc un peu le miroir de Fox News, ça serait MSNBC. Et là, il y a des discours très pro-palestiniens, ou du moins beaucoup plus nuancés, et des reportages de terrain. On a vu un reportage sur les Palestiniens dans la Cisjordanie qui avaient été tués en récoltant des olives par des colons, par exemple. Donc il y a des images comme ça qui viennent au public américain, assez nuancées, on va dire, et de différents points de vue. Mais les grandes chaînes, qui normalement sont un peu les chaînes qui ne sont pas censées être partisanes, donc les chaînes nationales, ABC, NBC, mais aussi CNN, qui est sur une ligne un peu plus centriste, on va dire, par rapport aux deux partis. Mais là, il y a quand même un point de vue des rédactions qui est clairement pro-israélien, et des journalistes qui se mobilisent, qui publient des lettres et qui s'expriment contre leur rédaction en reprochant la ligne qui serait trop pro-israélienne. Donc il y a aussi des remous à ce niveau-là, et on voit que la société américaine est traversée par ce conflit. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a tout de même des nuances par rapport à la politique proche-orientale de Donald Trump, ou bien Biden est un Trump bis, c'est-à-dire tout à fait aligné sur Tel Aviv, voire sur Jérusalem, puisque les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? Disons que Trump allait plus loin dans le côté pro-israélien, c'est lui qui avait bougé l'ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem, et il avait aussi tenté de faire un accord de paix, mais qui était totalement orienté pro-Israël. Et ensuite, il a eu toute cette politique de pousser les pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël. Encore une fois, sans inclure les Palestiniens dans ces discussions, ce qui est certains experts estiment comme étant une des causes des attaques du Hamas. Donc Trump était sur une ligne beaucoup plus pro-israélienne, et c'est aussi quelqu'un qui est quand même, contrairement à ce qu'on dit parfois, plus belliqueux, belliciste. Donc il y aurait le risque, s'il était au pouvoir maintenant... Peut-être sur ce dossier spécifiquement. Oui, en particulier, je pense à l'Iran. Il faut se rappeler qu'il avait autorisé des frappes pour tuer des dignitaires iraniens. Et donc, là, on voit en ce moment qu'il y a des attaques qui sont produites par des proxys de l'Iran sur des bases américaines en Irak, des tirs qui sont faits depuis le Yémen qui viseraient potentiellement des navires de guerre américains. Donc, il y a des choses qui se passent à une intensité assez basse au Moyen-Orient à ce niveau-là. Et si Trump était au pouvoir, il serait possible qu'il demande des répliques contre l'Iran, surtout sur Fox News et donc dans la sphère républicaine, c'est un discours qui est assez fort de dire l'Iran est co-responsable des attaques, il doit être également puni. Donc si Trump était au pouvoir, il y aurait des risques plus importants que le conflit s'enflamme, à mon sens. Je ne sais pas si c'est significatif, mais on peut avoir l'impression qu'un mouvement pro-palestinien est en train d'émerger aux États-Unis, notamment sur les campus. On regarde un petit extrait d'une manifestation à Times Square à New York. Shame on you! Shame on you! U.S. government, we're funding them. We are funding them. That's the only reason that Israel can do what they're doing. I'm not against the Jewish people. I'm against the violation of human rights. Il faut préciser que la manifestation en question avait lieu en même temps qu'une autre pro-israélienne et que les tensions étaient grandes. Chris, quelle est la mesure du mouvement anti-guerre ou pro-palestinien aux États-Unis? Comment peut-on expliquer son émergence ou alors son développement récent s'il existe? Oui, c'est un mouvement qui existe certainement, et c'est probablement le plus gros, enfin c'est clairement le plus gros mouvement anti-guerre depuis la guerre en Irak de 2003. Donc ça se passe à différents niveaux. Donc la manifestation qu'on a vue, c'était un peu une manifestation spontanée qui avait eu lieu juste après les événements du 7 octobre. Mais depuis, les choses se sont beaucoup plus organisées. Donc d'abord, il y a ce qui se passe dans les campus américains, où là, certains actes de militants ou d'étudiants pro-palestiniens sont parfois très contestables et provoquent des heurts aussi. Donc il ne faut pas non plus dire que tout est pacifique et respectueux. Il y a aussi des questions d'antisémitisme parfois qui émergent sur ces campus. Mais c'est un premier foyer de contestation de la politique de Biden, clairement.
Ensuite, il y a des manifestations très importantes qui ont lieu dans plusieurs villes américaines. La plus grande qui a eu lieu, c'était samedi dernier à Washington, où selon les autorités, il y avait des dizaines de milliers de manifestants, ce qui est très important pour une manifestation aux États-Unis et à Washington, et voire 100 000 personnes, alors que les organisateurs, eux, évoquaient le chiffre de 300 000 personnes, ce qui serait vraiment très significatif pour une manifestation aux États-Unis et sur cette question-là. Donc ça, c'est les manifestations visibles. Et après, il y a tout un tas d'activités qui ont lieu pour faire pression sur les élus et sur les responsables pour obtenir ce cessez-le-feu et la libération des otages. Et là, c'est des organisations surtout juives qui sont proches en général du Parti démocrate. Donc je pense en particulier à une organisation Jewish Voice for Peace, qui est donc avec le slogan Not in my name, donc pas en mon nom, qui ont organisé tout un tas d'actions. Donc il y a eu des sit-ins dans le Congrès, il y a eu le blocage de la plus grande gare de New York, il y a eu une action sur la Statue de la Liberté à New York, et également dans des villes comme Atlanta ou San Francisco, devant les élus, devant des manifestations et des marches devant le siège de certains élus et les parlements locaux. Et même des prises à partie. Récemment, la progressiste Elizabeth Warren, qui est une proche de Bernie Sanders avant et qui est une des sénatrices les plus à gauche du Sénat américain, qui a été publiquement prise à partie par des militants pour lui demander il faudra combien de morts à Gaza avant que vous appeliez à un cessez-le-feu. Donc il y a vraiment cette dynamique qui se met en place assez forte et qui produit un peu des effets, puisqu'on voit à la fois les médias américains qui commencent à nuancer un peu leur point de vue, et puis de plus en plus d'élus démocrates qui appellent au cessez-le-feu, et la Maison-Blanche qui essaye, sans appeler au cessez-le-feu, d'obtenir des pauses humanitaires ou un peu de calmer un peu le niveau d'intensité des combats à Gaza. Mais comment on peut expliquer justement la position de Bernie Sanders qui, a priori, n'est pas traditionnellement un soutien, un bout de feu pro-Israël? Disons que là, il apparaît un peu en porte-à-faux avec ce qu'on pourrait appeler sa base, ou du moins la gauche démocrate activiste et militante. Mais il faut savoir que Bernie Sanders, d'abord, il est lui-même d'origine juive. Il a été très marqué par la Shoah à travers l'histoire de sa famille. Il a vécu dans des kibbutz qui ont été attaqués par le Hamas. Il a passé une partie de sa jeunesse là-bas. Donc il y a un côté très personnel pour lui, et sa ligne politique vis-à-vis d'Israël a toujours été la solution à deux États, le droit de défense d'Israël, et lui ce qu'il a toujours demandé, c'est que l'aide américaine, puisque les États-Unis en gros versent 4 milliards de dollars d'aide par an à Israël, essentiellement pour de l'armement, de la défense, il demande à ce que cette aide soit supprimée tant qu'Israël ne change pas de politique, de stratégie dans son conflit avec le Hamas, mais en même temps, il n'est pas pour le cessez-le-feu. Donc c'est un peu sa position à lui, en grande partie de fait de son histoire et de sa perception personnelle du conflit, je pense. Évoquons désormais le puissant mouvement de grève qui s'est levé aux États-Unis depuis plusieurs mois et qui se distingue par sa capacité à engranger des victoires. Une des dernières en date, celle des acteurs d'Hollywood, une grève qui a duré tout de même 118 jours. Fin de la grève de 118 jours à Hollywood. On avait pu voir défiler Christian Slater, Jesse Eisenberg ou encore Bryan Cranston et Aaron Paul, connus pour leur rôle dans Breaking Bad. Les acteurs rassemblés derrière le syndicat SAG-AFTRA ont eu gain de cause. Ils demandaient des réponses face aux évolutions de l'industrie, notamment la montée en puissance du streaming et l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'accord entre les studios et le syndicat prévoit l'augmentation des salaires minimaux, une protection vis-à-vis de l'intelligence artificielle et un système de primes pour les rediffusions en streaming. Ces dernières semaines, il y a eu des négociations quasiment tous les jours, souvent avec les PDG de Disney, Netflix, Warner Bros et Universal en personne. C'est pour dire à quel point c'était nécessaire pour eux de mettre fin à ce mouvement social, parce que la grève a coûté au moins 6 milliards de dollars au secteur et a décalé la sortie de grosses productions comme Dune 2 et la nouvelle saison de Stranger Things. Mais ce n'est pas tout, les 146 000 grévistes du secteur de l'automobile ont arraché 25% d'augmentation de salaire, les pilotes de ligne 30 à 46%, les livreurs et chauffeurs d'UPS 15 à 40%, les employés des universités publiques de Californie près de 50%. Chris, mais dis-moi,
C'est quoi leur secret? Assistons-nous à un retour en puissance d'une classe ouvrière et d'une conscience de classe au pays du capitalisme triomphant? Qu'est-ce qui explique cette multiplication des grèves? C'est clair qu'on est sur un mouvement là qui déferle la chronique dans les médias, avec beaucoup de grèves qui fonctionnent, qui sont assez impressionnantes. Alors pourquoi elles fonctionnent? C'est d'abord parce qu'elles sont massives, hein. Quand une grève a lieu, elle est continue, donc ça dure des semaines, des mois parfois, et puis elle est très suivie. Tous les employés concernés, dans l'entreprise concernée ou le secteur, pour ce qui est des acteurs d'Hollywood ou des scénaristes d'Hollywood par exemple, tous font grève, donc il y a rien qui est produit. La production d'Hollywood a été complètement mise à l'arrêt pendant 3 ou 4 mois, mais si on pense à des grèves comme celle qui a eu lieu dans l'automobile, les usines qui étaient en grève, il n'y avait plus une seule voiture qui sortait des usines. Donc il y a ce côté, cette capacité à faire un rapport de force très fort qui explique en partie pourquoi les grèves fonctionnent. Maintenant, pourquoi ces grèves ont lieu maintenant et sont si nombreuses à faire l'actualité? C'est d'abord des raisons structurelles, parce qu'en fait, il faut voir que depuis 2015, en gros, l'économie américaine se porte plutôt bien. Les profits des entreprises sont élevés, le marché de l'emploi est plutôt dynamique. Donc ça provoque des conditions plutôt favorables pour un rapport de force au niveau des entreprises et des meilleures négociations salariales. Ensuite, il y a eu le Covid, donc il y a, comme tu l'évoquais, conscientisé la classe ouvrière et les travailleurs américains, ceux qui ont perdu leur emploi temporairement, ceux qui ont été confinés, qui se sont à la fois rendus compte que les conditions de travail n'étaient plus acceptables, mais aussi qu'ils avaient un pouvoir important pour influencer sur leurs conditions de travail. Et puis la reprise économique derrière, qui a provoqué des tensions sur le marché du travail encore plus importantes, de l'inflation. Donc d'un côté, les travailleurs qui perdent du pouvoir d'achat et qui sont confrontés à des conditions de travail difficiles, et de l'autre, des entreprises qui réalisent énormément de profits et qui ont du mal à recruter des travailleurs. Donc ça crée les conditions idéales pour un rapport de force favorable aux travailleurs. C'est donc et puis après, il y a eu... Ouais. C'est donc un mouvement très significatif. Alors c'est significatif dans le sens où... parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a peu d'entreprises où il y a des syndicats. Parce que pour pouvoir obtenir un syndicat dans une entreprise, il y a pas mal de démarches à faire et c'est assez compliqué. Donc le taux de syndicalisation aux États-Unis est faible. On parle dans le privé de 6% de la masse salariale. Mais là où il y a des syndicats, la plupart des employés de l'entreprise sont syndiqués. Donc il y a un peu ce paradoxe qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises avec une représentation syndicale, mais celles qui ont une représentation syndicale, c'est une représentation syndicale forte qui est capable d'organiser des grèves puissantes. Donc il y a ce mouvement-là, et il s'explique aussi par un petit peu l'activisme de l'administration Biden qui fait la promotion du mouvement ouvrier, qui incite les entreprises à augmenter les salaires, qui souvent dans les discours encourage les travailleurs américains à se syndiquer et à se mobiliser, et puis qui a mis dans des postes clés de l'administration qui regarde, qui doit arbitrer les conflits sociaux, des gens très favorables aux syndicats. Donc tout ça crée des conditions favorables. Et après, il y a aussi ce qui s'est passé, on a vu avec les campagnes de Bernie Sanders et des mouvements avant qui avaient eu lieu comme Occupy Wall Street, il y a eu pas mal de gens qui se sont politisés et qui ont appris à militer, qui ont acquis des savoir-faire et qui se sont ensuite retrouvés dans des syndicats ou dans des journaux indépendants et qui ont donc mis à contribution ce savoir-faire qu'ils avaient développé et cette conscience de classe pour mobiliser leurs collègues. Et on voit que dans certaines grèves, il y a des syndicats qui payent et qui recrutent des gens qui sont des anciens militants des campagnes de Bernie Sanders, par exemple, ou d'autres élus progressistes à gauche, et qui donc vont les employer pour qu'ensuite ils organisent la grève. Donc les grèves aux États-Unis, elles ont essentiellement lieu dans les entreprises et essentiellement lieu au moment des négociations salariales qui ont lieu selon les entreprises tous les 2 ans, tous les 4 ans. Et donc on sait à peu près quand est-ce qu'il va y avoir un conflit, on peut le prévoir. Et donc en amont, les syndicats font un énorme travail de préparation. Et ça passe par des entretiens un à un avec chaque employé pour savoir est-ce que les employés sont satisfaits ou est-ce qu'ils sont en colère, quelles sont leurs revendications, quels sont leurs appétits pour une grève, quels sont leurs niveaux de mobilisation. Et donc quand l'opportunité arrive, toutes les forces sont réunies pour déclencher la grève.
Ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de victoires qui ont été obtenues sans faire grève. Par exemple, les travailleurs de UPS, qui est donc une des plus grandes entreprises de livraison aux États-Unis, donc 340 000 personnes syndiquées, essentiellement des chauffeurs de camions, de camionnettes et puis des livreurs, et qui ont obtenu des hausses de salaire à 2 chiffres sans faire grève. Juste par la menace, ils ont voté l'autorisation de la grève, donc il y avait un préavis qui avait été voté par l'ensemble des salariés. Et donc, juste ça a créé un rapport de force qui a forcé UPS à céder énormément sur les négociations salariales pour éviter la grève. Alors, tu voulais t'attarder sur une grève en particulier, celle des travailleurs de l'United Auto Workers dans le secteur de l'automobile. Pourquoi ? Oui, c'est une grève vraiment on en a beaucoup parlé, y compris en France d'ailleurs. Et elle a il y a différents éléments qui la rendent particulière. D'abord, c'est une grève qui a eu lieu dans un syndicat qui historiquement a eu un rôle important dans le mouvement ouvrier américain, le UAW, et donc qui est le syndicat majoritaire dans l'industrie automobile. Et en général, ce qu'ils font quand ils font grève, et ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait grève, c'est ils vont s'attaquer à un des constructeurs. Souvent, historiquement, ça a été Ford, mais l'idée, c'est qu'ils vont cibler un des 3 gros constructeurs automobiles, faire une grève dure contre lui pour obtenir un meilleur contrat de travail, un meilleur contrat d'entreprise. Et ensuite, les autres constructeurs vont devoir s'aligner pour pas que leurs meilleurs employés quittent General Motors pour aller travailler chez Ford, par exemple. Donc, c'était une stratégie comme ça et qui était déployée de temps en temps, mais ça faisait des années maintenant que ce syndicat avait cédé beaucoup, surtout après la crise de 2008-2009 et la quasi-faillite du secteur automobile américain. Donc, c'était un syndicat qui était habitué aux défaites et aux concessions avec le patronat et qui récemment, par la base, et avec la coordination d'organisations de gauche américaines qui n'ont rien à voir avec l'automobile et le syndicalisme, mais qui sont issus de la campagne de Bernie Sanders ou de certains mouvements de progressistes, et qui ont organisé la prise de pouvoir par la base de ce syndicat. Donc l'ancienne direction qui était un peu compromise avec le patronat a sauté, et la nouvelle direction qui est pilotée par cet ancien électricien de Ford, Shawn Fain, qui était déjà un délégué syndical avant, est arrivé avec le mandat de vraiment faire une grève dure et d'obtenir des progrès importants. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont fait ça, donc la stratégie. Donc, ils ont décidé de faire grève contre les 3 gros constructeurs en même temps, et ils ont utilisé un langage très lutte des classes, en fustigeant la rapacité, la cupidité du patronat. Ils ont demandé 46% d'augmentation en disant c'est exactement l'augmentation obtenue par les PDG en moyenne des 3 grosses entreprises. Donc, on veut la même chose. Et on s'est retrouvé avec des PDG interviewés sur CNN, et la journaliste qui disait « Mais pourquoi vous ne voulez pas donner autant d'augmentation à vos employés que ce que vous êtes augmenté l'année dernière ?» Donc, ça a vraiment créé non seulement un conflit social important dans une industrie historiquement importante aux États-Unis, mais ça a aussi débordé la question même de l'industrie automobile et servi un peu à mobiliser encore la conscience de classe aux États-Unis. Et on a vu que cette grève était massivement supportée par l'opinion publique. Et donc, elle a fonctionné puisqu'ils ont obtenu des augmentations de salaire très importantes, mais aussi un droit de regard sur les transformations qui ont lieu dans ces entreprises pour la production de voitures électriques. Parce qu'un des gros enjeux de cette grève, c'était aussi d'empêcher le dumping social qui était en train de se mettre en place, puisque les constructeurs automobiles américains voyaient dans la transition vers les voitures électriques l'opportunité de créer des nouvelles usines qui n'auraient pas de présence syndicale, avec des contrats de travail et des salaires moins élevés. Et donc ça a été remis en cause partiellement, c'est un début, par la grève aussi, ce qui est vraiment significatif. Dernière question, quelles leçons pour les travailleuses et les travailleurs français et aussi pour les organisations syndicales françaises? Alors, il faut éviter de trop idéaliser aussi ce que font les Américains, dans le sens où les structures ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est ce que j'expliquais. Aux États-Unis, c'est très difficile d'avoir une implantation syndicale dans une entreprise. Mais quand il y a un syndicat dans une entreprise, en général, tous les employés sont syndiqués. Donc, du coup, quand il y a un syndicat, il y a une meilleure capacité à mobiliser les salariés potentiellement. Enfin, cela dit,
les salariés ont le droit de ne pas faire grève quand le syndicat décrète la grève. Donc, la nuance, c'est que les structures du syndicalisme ne sont pas tout à fait les mêmes, même si globalement, elles sont bien plus défavorables aux États-Unis qu'en France. Mais là-bas, ils gagnent, et ici, on perd. Pardon ? Mais là-bas, ils gagnent, et ici, on perd, malgré tout. C'est ça, ben oui. Et alors après, bon, on voit des secteurs en France, par exemple dans le raffinage, où les gens sont quand même capables d'organiser un certain rapport de force. Mais vraiment, la différence qui fait qu'eux, ils gagnent beaucoup plus que nous, c'est vraiment ce travail en amont qui est effectué, vraiment un travail de terrain très fort pour que chaque salarié, quand il déclenche la grève, soit mobilisé. Et on entend souvent les directions syndicales françaises dire « Ah bah la grève, ça ne se décrète pas, il n'y a pas de bouton magique pour appuyer et faire grève ». Alors qu'aux États-Unis, c'est exactement ce qui se passe. La grève se décrète et il y a un bouton magique, et quand les syndicats appuient dessus, toute la production s'arrête. Et ça, c'est le résultat d'un travail de longue haleine qui est fait en amont avec un savoir-faire qui s'acquiert, qui ne tombe pas de nulle part non plus. Une professionnalisation de l'activisme syndical, peut-être ? Quasiment, oui, on pourrait presque dire ça, oui. Merci Chris pour ces explications et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le média, votre média, est aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez les gros distributeurs de box comme SFR ou Bouygues. Nous devons aussi étoffer nos programmes pour tenir la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. Prenez des abonnements payants à partir de 5 € par mois ou faites-nous des dons sur le mediatv.fr/soutien. Devenez sociétaire, entrez avec nous dans le combat. Haut les cœurs.